Journaliste. Jean-Michel Apathy, Maxime Switek. Vous appelez, nous dialoguons ensemble, 39-21. Voici les sujets du jour. L'éviction de Claire Chazal du 20h de TF1. Beaucoup d'appels sur son départ. Vos témoignages également sur la Syrie. L'armée française doit-elle intervenir au sol ? Plusieurs militaires ou anciens militaires nous ont appelés au 39-21. Mais d'abord, Jean-Michel, la sécurité routière, les chiffres qui seront dévoilés demain ne seront pas bons. C'est une information Europe 1. Et pour en parler avec nous, Joël, vous nous appelez d'Aubonne dans le Val d'Oise. Bonjour Joël. Bonjour. Bienvenue sur l'antenne d'Europe 1. Vous nous avez un peu fait peur. Vous dites, moi les règles, je suis un bon conducteur, mais les règles je les respecte pas trop et notamment pas la vitesse. Vraiment Joël ? Oui, j'ai beaucoup de déplacements professionnels et c'est vrai que sur les portions rapides, notamment autoroute ou nationale, je dépasse la vitesse autorisée. Mais si tout le monde faisait comme vous, ce serait dramatique. La cohabitation sur la chaussée existe parce que tout de même il y a des règles. Et oui, si certains s'affranchissent des règles, après tout, pourquoi est-ce que tous ne s'en affranchiraient pas ? Ce serait invivable, Joël. Alors, il y a des règles à respecter, justement, des règles de vie ensemble, de rouler ensemble, mais je vous signale qu'il y a quand même, notamment en Europe, des autoroutes où il n'y a pas de régulation de vitesse et où il n'y a pas plus d'accidents que ça, et peut-être moins qu'en France. Et vous, les limitations de vitesse, par exemple, sur autoroute, vous pouvez monter à combien ? 170, 180. D'accord. Et vous avez souvent été attrapé par des radars ou pas ? Pas beaucoup, non. J'utilise évidemment des systèmes de détection par les réseaux sociaux essentiellement. Maintenant, j'ai aussi la possibilité d'avoir une voiture de société. Donc, quand il y a un flash, on paye l'amende, mais il n'y a pas de points qui sont décomptés. Maintenant, j'ai un intervenant notamment qui, lui, se déplace aussi, comme moi, beaucoup, et qui a acheté sa voiture à l'étranger avec un système de détection par radiofréquence intégré des radars. Donc, lui n'a aucun souci de ce point de vue-là. Ah, vous êtes équipé, hein. L'information du jour que donnait Europe 1 dès ce matin, c'est que les chiffres de la sécurité routière sont mauvais, donc beaucoup d'accidents, hélas beaucoup de douleurs, des morts, des blessés souvent graves. Vous qui faites beaucoup de routes, quelle image avez-vous de la circulation, de l'attitude de ceux qui vous entourent ? Vous êtes étonné de cette remontée de l'insécurité routière ou ça vous paraît normal vu ce que vous observez, Joël ? Étonné... Oui, un peu. Bon, on ne sait pas exactement pourquoi. Est-ce qu'il y a des remontées parfois, des baisses, etc. En revanche, ce qui est clair, c'est que comme je suis en lien avec des auto-écoles, je sais qu'il y a un manque de formation cruel. Les gens qui apprennent à conduire aujourd'hui ne sont pas bien formés, pas suffisamment formés. Ce qui a fait baisser, je pense, les morts sur la route depuis longtemps, c'est la sécurité des véhicules eux-mêmes, qui préservent la vie, mais pas vraiment la conduite, en tout cas l'amélioration de la conduite, c'est pas ça du tout. Au contraire, on voit beaucoup de gens qui ne savent pas conduire. Entre guillemets, le pire, ce sont les gens qui prennent la voiture de manière très 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 occasionnelle et qui du coup n'ont pas de bons réflexes, n'ont pas de bonnes attitudes et qui vont créer des accidents sans le vouloir, parce que je pense pas que dans les accidents, les gens qui en sont responsables aient voulu causer la mort des autres. Et vous diriez de vous-même, Joël, je conduis bien ? On est toujours en train de le dire. J'entendais des témoignages de parents sur votre antenne tout à l'heure qui disaient oui, il y a des fois, en effet, je respecte pas tout à fait, mais je dis à mes enfants de ne pas le faire. Je vais dire, entre guillemets, que je suis un bon conducteur, mais je reconnais être un délinquant du point de vue de la réglementation, puisque je dépasse, je ne respecte pas certaines limites, je ne respecte pas certaines règles. En revanche, j'estime être un bon conducteur entre guillemets pour les autres parce que je ne fais pas de dépassement excessif, je ne me mets pas entre deux voitures en forçant le passage, je n'essaye pas d'être devant les autres, voilà. Je mets mon clignotant à chaque fois que je prends un rond-point pour indiquer où je vais. Je laisse passer les piétons quand j'en vois, même si ils n'avaient pas forcément l'intention de traverser tout de suite, qu'ils attendaient sagement. Voilà.
de ce point de vue-là, oui, je ne me mets pas comme... je ne me prends pas pour un délinquant notoire et agressif. Merci Joël. Vous conduisez bien, mais vous ne respectez pas toutes les règles. Bon, vous aurez peut-être l'occasion dans les semaines et les mois qui viennent de parfaire votre attitude sur la route. Et en tout cas, Joël, merci d'avoir appelé Europe 1. Jean-Claude, bonjour. Oui, bonjour. Vous nous appelez de Saint-Aubin de Bobigné, Oui, dans le département de... des Deux-Sèvres. J'allais le dire, mais merci de l'avoir dit à ma place. Vous êtes retraité, donc vous avez 74 ans, votre permis, vous conduisez depuis longtemps. Vous avez eu des accidents dans votre vie? Depuis l'âge de 18 ans, j'ai eu, quand j'étais jeune, quelques petits accidents matériels qui n'ont pas eu de blessés ni de conséquences graves, des petites ailes froissées. Donc je roule encore beaucoup. Je suis un peu... j'ai pas roulé beaucoup le mois de juillet et août, donc j'ai pas pu repérer des comportements comme on l'a dit. Alors moi je suis je suis en désaccord avec Chantal Perrichon qui n'est que répressive, mais alors ce que je viens d'entendre avec Joël m'oblige à réviser ma position, parce que alors là Joël, franchement... C'est pas bien, hein? Ah non, ça franchement, c'est ça, hein. C'est trop, parce que il a beau dire qu'il respecte les gens qui traversent la route, tout ça, s'il roule à 170, je vois pas trop comment il va les laisser passer. Soyons honnêtes avec Joël, Jean-Claude, il roule à 170 sur l'autoroute, il y a peu de piétons sur l'autoroute. Hein, ça, non, mais d'accord, mais bon... Mais il faut respecter les règles, oui, hein, c'est ce que vous voulez dire, Jean-Claude. Oui. Moi, vous les respectez. Oui, il faut respecter les règles. Les règles sont faites pour ça. Bon, moi, dans ma région, là, il y a un radar que je connais très bien. Une petite faute d'inattention, 96 au lieu de 90, donc retenu 91. Bon, ça y est, l'amende elle est arrivée aussitôt, même pas 8 jours après. Ça fait un peu peur les amendes, hein, voilà. Mais la peur du gendarme et la peur de l'amende, ça marche toujours. Oui, mais je sais pas. Franchement, je mets le régulateur régulièrement. Là, comme par hasard, j'ai oublié le régulateur. Je le mets même en ville, parce que en ville, là, dans mon petit bled, rien du tout, là, à la sortie du village, les gendarmes aiment bien se positionner là, et 56 au lieu de 50, ça y est. Bon, donc avec le régulateur, je suis tranquille. Là, j'ai oublié le régulateur, 96, une amende. Mais c'est important ce que vous dites, Jean-Claude, les limitations de vitesse sont contraignantes, et c'est vrai que si les constructeurs équipent bien les véhicules aident au respect des limitations de vitesse, ce qui n'est pas anecdotique. Maxime ? Oui, un message à l'instant sur Twitter avec le hashtag E1midi, message de mon avis. Il nous dit « La courtoisie au volant est toujours meilleure que le respect aveugle de règles ayant principalement pour but de faire du fric ». Je crois qu'il vise l'État. Je pense aussi que, comme beaucoup d'ailleurs, il trouve que l'État exagère un peu. Merci Jean-Claude d'avoir appelé Europe 1 et d'avoir témoigné de votre pratique sur la route au volant. Et maintenant, nous accueillons Laurence. Bonjour Laurence. De vitesse, Bonjour Laurence. Oui, bonjour Jean-Michel. Alors vous nous appelez de Saint-Just-d'Avray dans le Rhône. Voilà, dans la belle vallée de l'Azergue. Moi, je suis chef d'entreprise. Oui. Et mon métier me contraint à couvrir à peu près un quart de l'Hexagone, entre 60 et 70 000 km par an. Vous n'aimez pas tellement conduire, vous dites me contraindre, donc oui, vous aimez conduire, mais depuis quelque temps, je conduis depuis 30 ans. Oui. Je trouve que c'est devenu très dangereux. Pourquoi ? Et je suis absolument d'accord avec les constatations qui sont faites actuellement. Je pense que les gens ne sont plus au volant. Ils conduisent sans être très attentifs. La plupart du temps, ils roulent au milieu. Moi, j'ai une vallée qui est extrêmement... les routes sont très confortables, très visibles. Et il n'y a pas un virage où j'ai un véhicule qui ne soit pas au milieu. Alors, soit les gens font autre chose, ils téléphonent ou ils font des SMS, mais je crois que la plupart du temps, ils ne sont plus tellement concentrés. Le téléphone ? Ils veulent le téléphone, mais la route, surtout. Regardez la route. Est-ce que c'est la faute du téléphone ? Est-ce que c'est l'irruption du portable dans l'habitacle qui déconcentre les conducteurs ? Il y a ça, mais moi j'ai le téléphone dans ma voiture aussi, donc je ne peux pas quand même me taper trop dessus, je m'en perds beaucoup. Mais je pense surtout qu'il y a un manque d'attention et un manque de respect des règles. Je crois qu'ils oublient tout. La route, maintenant, on ne fait plus attention. Il y a un manque de courtoisie. Et moi, je suis pour la répression, et pourtant je m'en prends des amendes, j'en paye au moins 4-5 par an. Pourquoi ? Parce que vous ne respectez pas les vitesses, Oui, Laurence ? parce que je ne fais pas assez attention quand je rentre, que je suis fatiguée. De temps en temps, je me fais avoir.
mais je le vis pas mal du tout parce que je pense qu'il faut quand même il y a trop de gens qui roulent en faisant n'importe quoi. La répression, ça a du bon, Laurence, c'est ce que vous nous dites. La répression a bon escient, parce que je suis assez d'accord avec votre interlocuteur précédent. On trouve souvent les radars dans les endroits où on peut faire un maximum de clics gagnants, alors que pareil, je vais revenir sur cette vallée que j'aime. Oui. On roule à 110, 120, il n'y a pas un radar. Hein. Moi, je suis partie ce matin à 5h30. Je peux vous dire que ça roule à 120, 130 km/h, allègrement. Les lignes blanches sont franchies, on roule au milieu, on fait n'importe quoi. Et là, il n'y a pas de radar. Vous avez roulé à quelle vitesse ce matin, Laurence ? Moi, je roule à 95. Bravo. 95, 100. Non, mais 95, 100, parce que c'est limité à 90 ? C'est limité à 90. Ah, vous êtes un peu au-dessus, mais bon. Je suis toujours un petit peu au-dessus. Donc vous ne méritez pas de compliments, vous avez raison. Non, je ne mérite pas de compliments. Non, et là... je tiens à la vie, et je tiens à la vie des autres aussi. Et je trouve que là, non, franchement, je le vois depuis 2 ans, j'en parle avec mon mari, je trouve que je fais de plus en plus un métier dangereux, alors qu'avant, je prenais le volant sans trop me soucier. Maintenant, j'ai toujours l'impression que je vais me prendre un carton dans la journée. Ce que vous dites, Laurence, c'est important, parce que c'est pour cela que nous avons souhaité donner la parole aux auditeurs d'Europe 1 sur le problème de la circulation routière. On tient à la vie. Parce que quand on conduit, on n'en a pas toujours la claire conscience, mais on est potentiellement en danger. Et c'est quand même idiot de prendre la voiture et puis d'avoir un accident qui parfois peut avoir des conséquences très graves. Merci à tous de nous avoir appelés. Et puis, toujours sur Europe 1, 39-21, nous allons parler maintenant de Claire Chazal. Dans un instant, faut-il intervenir au sol en Syrie ? Plusieurs militaires ou anciens militaires nous ont appelés. Mais d'abord, Claire Chazal, remerciée. Vous nous avez appelés nombreux pour témoigner de votre sympathie à l'égard de Claire Chazal. Ou pas forcément d'ailleurs de votre sympathie, on vous entendra. Avec nous, Jean-Pierre. Bonjour Jean-Pierre. Oui, bonjour Jean-Michel. Et bienvenue sur l'antenne d'Europe 1. Voilà, vous nous appelez de la région parisienne, le départ de Claire Chazal vous touche. Pourquoi ? Écoutez, oui, déjà j'étais très surpris du départ de Claire Chazal. Et puis je me suis dit, après Poivre d'Arvor, Claire Chazal, je vous avoue franchement que je suis fidèle au journal de Claire Chazal, si ma mémoire ne me fait pas défaut, depuis 91. Mémoire exacte. Je pense que je ne vais plus regarder le journal, tout simplement. C'est vrai ? Vous allez changer de chaîne ? Vous allez changer de chaîne ? Ah, d'accord. Oui, tout simplement parce que... Qu'est-ce que vous aimiez chez Claire Chazal ? Écoutez, tout d'abord, elle me donnait l'impression, d'abord naturelle, elle me donnait l'impression qu'elle vivait le journal. Elle nous faisait vivre le journal, tout simplement. Ça remplaçante pareil, Claire Chazal font partie de cet apprentissage peut-être de journalistes à l'ancienne, mais j'ai l'impression que TF1 veut peut-être formaliser des nouveaux journalistes qui vont sortir d'un moule. Je suis un peu peiné et un peu triste en même temps. Vous aviez confiance avec elle, tout à fait, c'est ça. Mais vous avez vu sa remplaçante, Anne-Claire Coudray ? Vous l'avez vu ? Vous avez un peu en tête son travail ? Non, ça va pas. Je ne critique pas, mais c'est une autre façon, Claire Chazal, décontractée, en fin de journal, elle se levait. Je pense que ça a été même la première journaliste à montrer le côté décontracté, debout, un peu à l'américaine, on va dire. Bon, donc Claire Chazal, vous trouviez ça ? Oui, elle va me manquer, oui. Elle va vous manquer. Tout à fait. Bon. Et je pense pas qu'à moi. Je pense qu'à beaucoup de Français. C'est gentil d'avoir appelé Europe 1 pour nous le dire. Jean-Pierre, merci pour votre témoignage. Pierre-Henri nous appelait de Nantes. Bonjour Pierre-Henri. Oui, bonjour. Et vous alors, Claire Chazal, son éviction vous a peiné aussi ? La façon dont ça se passe, je la trouve totalement inélégante. Je suis un peu surpris, de la même manière que j'avais été surpris de la façon dont ça s'était passé pour Patrick Poivre d'Arvor. Je trouve que la direction de TF1, qui est un peu coutumière de ce genre d'attitude, est très inélégante. On peut d'abord faire une déclaration, pourquoi pas une déclaration conjointe. Et au-delà de ça, Claire Chazal, c'est quelqu'un que je regardais comme tout le monde. Mais en revanche, je n'aimais pas la façon dont elle interviewait les hommes politiques. Elle ne les poussait jamais, contrairement à vous, Monsieur Apathy, elle ne les poussait jamais dans leur dernier tranchement. C'est-à-dire qu'elle posait des questions, elle n'avait pas de réponse, et elle passait à la question suivante comme si elle avait fait semblant d'avoir entendu une réponse. Ça faisait partie de son charme. Oui, mais à ce moment-là, elle ne fait pas d'interview politique. Je suis sérieux, c'était une manière d'être, c'était une signature, une marque de fabrique, Claire Chazal. C'était ça, pas méchante, quoi, plutôt
plutôt gentille, presque jusqu'à la complaisance. Mais ça, vous n'aimez pas. Consensuel. Non, parce que on se dit que ils agissent presque dans notre dos, j'exagère, mais au quotidien. Et les seuls moments où ils ont à rendre des comptes, c'est quand ils sont devant un journaliste. Donc si en plus ils sont dispensés de le faire parce que le journaliste est trop complaisant, le but n'est pas atteint. Et donc vous fondez quelques espoirs sur la personne qui va la remplacer pour que ceci soit modifié. Moi, je la trouve pas mal. Honnêtement, la remplaçante, Anne-Claire Coudray. Anne-Claire Coudray, je la trouve pas mal dans tous les sens du terme d'ailleurs, mais je trouve qu'elle est plus incisive. J'ai pas eu l'occasion de la voir souvent, mais j'ai l'impression qu'elle s'en laissera moins compter. Merci Pierre. Mais Claire Chazal n'a pas démérité. D'accord. Bon, et donc on retient que vous aimiez bien Claire Chazal, mais enfin elle avait des faiblesses et donc sa remplaçante, vous regarderez son travail avec attention. Merci Pierre-Henri de nous avoir appelés. Il est 13h32 sur Europe 1 tous les jours. Vous pouvez appeler Jean-Michel Apathy et Maxime Switek. Pour nous joindre, c'est le 39 21 34 centimes la minute. Et vous nous avez appelé également, vous, militaire ou ancien militaire qui écoutez Europe Midi, pour répondre à cette question. Faut-il intervenir au sol en Syrie ? C'est une question que nous avons traitée au début du journal et nous sommes heureux d'accueillir sur Europe 1 Fabrice. Bonjour Fabrice. Oui, bonjour Jean-Michel. Vous nous appelez d'Épinal dans les Vosges. Vous êtes un ancien militaire ? Exactement. Vous regardez... militaire, je suis en retraite depuis 6 ans. D'accord, vous étiez dans quelle armée J'étais dans l'armée de terre, dans l'infanterie. Armée de terre. Donc vous regardez cette actualité avec l'œil du professionnel ? Alors je la regarde au bout de 6 ans, plus forcément, mais je la regarde en tout cas d'un œil politique et d'un œil financier, ça c'est sûr. Et donc intervenir au sol en Syrie, ça vous paraît souhaitable, possible ? Alors moi, évidemment, je suis pour une intervention militaire en Syrie, parce que je vois 2 problèmes qui sont liés à cette non-intervention. La première, c'est l'expansion de Daesh sur le Moyen-Orient, qui a un effet de radicalisation sur les peuples. Et depuis 2 ans, on voit quand même Daesh s'étendre et l'islamisme radical se développer. Et puis la dernière, on la voit depuis une dizaine de jours, c'est surtout la fuite des populations vers l'Europe. Alors aujourd'hui, on nous demande d'accueillir 24 000 personnes, 24 000 migrants, que nous devons recevoir en 2 ans. Ça va nous coûter de l'argent, ça c'est sûr. Je pense que 24 000, le chiffre est, à mon avis, un peu bas, puisque quand la porte est fermée, c'est difficile de l'ouvrir, mais quand elle est ouverte, c'est très facile de s'y engouffrer. Mais avec votre vécu d'ancien militaire, Fabrice, vous imaginez, vous vous projetez, vous imaginez des soldats, des hommes intervenir militairement dans ces régions lointaines, dans une hostilité totale. Ça doit quand même être très difficile à imaginer l'acte de guerre en Syrie. Alors c'est effectivement très difficile, mais la question s'est posée aussi pour l'Afghanistan, elle s'est posée aussi au Liban à son époque lorsqu'il y a eu l'attentat de Drakkar. La question s'est posée au Rwanda contre les Tutsis et les Hutus. Ça s'est posé dans plein de conflits relativement similaires. Alors aujourd'hui, effectivement, on se pose la question sur la Syrie parce que l'Afghanistan était très meurtrier pour les forces françaises. Mais est-ce qu'il ne vaut pas mieux intervenir et peut-être, même si ce n'est pas souhaitable, je ne suis pas du tout pour, perdre des hommes et contenir les pays, et garder des pays stables et surtout sereins. Merci pour votre témoignage, Fabrice. Oui, de rien, Jean-Michel. Votre expertise d'ancien militaire était intéressante à écouter sur Europe 1. Et maintenant, nous avons en ligne Michel. Bonjour Michel. Oui, bonjour Jean-Michel. Merci de prendre mon appel. Vous nous appelez de Blois. Oui, je vous appelle de Blois. Moi, j'ai eu une expérience un peu plus lointaine puisque j'ai été officier en Algérie et j'ai vécu la guerre d'Algérie où nous avons déployé des centaines de milliers de militaires. Nous avons gagné la guerre militairement, nous l'avons perdue politiquement. Et je pense qu'on n'a pas beaucoup de mémoire. En Afghanistan, les Russes sont venus, les Américains sont venus, nous y sommes allés et nous en sommes repartis sans beaucoup améliorer les choses. Et si on a de la mémoire, Michel, ce que vous voulez dire, c'est qu'intervenir au sol en Syrie, c'est une mauvaise solution. Mais c'est une mauvaise solution. Est-ce que la France est prête à accepter que ses fils se sacrifient parce que ça sera une guerre qui sera longue et qui sera meurtrière? Et je pense que quand j'ai entendu ce matin Xavier Bertrand raconter sur votre antenne ce qu'il a raconté, j'avoue que les bras m'en sont tombés. C'est au micro de Jean-Pierre Elkabbach, Xavier Bertrand disait on ne fait pas la guerre à moitié, il faut envoyer des soldats, des troupes au sol en Syrie. Et vous n'étiez pas d'accord, Michel. Jean-Michel, il faut la gagner politiquement. Elle se gagnera politiquement, cette guerre-là. Elle ne gagnera pas sur le terrain, au sol. On a entendu et compris votre raisonnement, Michel. Merci d'avoir appelé Europe 1. Merci, Jean-Michel.